Salut à toutes et à tous, ravi de vous accueillir pour un nouveau et dernier PL Club de la saison puisque les verdicts sont tombés. Le bilan est à faire du côté de cette première ligue version 2022-2023. Un bilan que nous allons faire ensemble en compagnie de Jean-François. Bonjour Jean-François. De Bruno. Salut. Merci d'être là une nouvelle fois. Et évidemment, on ne va pas oublier Vision du jeu, représentée par Christian. Salut Christian. Bonjour. Christian qui nous a apporté ses modèles de jeu durant toute la saison et avec qui on va donc parler de cette saison 2022-2023. C'était la 31e saison de l'histoire de la Première Ligue et franchement, le spectacle était une nouvelle fois au rendez-vous. Et quelques records aussi, battus de ci, de là. On a vécu une magnifique saison avec une équipe qui a mené la danse longtemps et qui termine vraiment très très déçu bien sûr. On aura l'occasion évidemment d'en parler. On va dérouler cette émission avec les tops et les flops, donc les bonnes choses et les moins bonnes choses de cette première ligue. Mais je vous propose de commencer avec les bilans individuels, les statistiques. Imaginez un peu, toute l'équipe de Chelsea, c'est 40 buts marqués, 36 pour Haaland. 16 assists en plus pour Kevin De Bruyne. C'est pas sa meilleure saison, mais elle est bonne quand même. Clean sheet, De Gea, étonnant parce qu'il a des hauts et des bas. Le plus grand nombre de tirs, c'est Harry Kane. Il a marqué 30 buts sur ses 130 tentatives. Les grands attaquants ne meurent jamais. Donc voilà, ça, Dunk, c'est peut-être plus étonnant de le retrouver dans ce classement des meilleurs. Un défenseur avec le meilleur nombre de passes. Le plus d'arrêts, c'est pour Raya, le gardien de Brentford. Et le plus d'occasions créées, c'est pour Bruno Fernandes. Le plus de tacles et peut-être aussi le plus de cartons jaunes, c'est João Palhinha, le Portugais de Fulham. Et on voit maintenant le bilan de cette Première Ligue après 38 journées, 1080 buts marqués. Et là, Bruno, le record est battu. Oui, c'est assez exceptionnel. Mais bon, vous déposez Haaland dans un championnat, tout explose. Effectivement, parce qu'il a battu le record absolu de Première Ligue qui était détenu avant par Mohamed Salah, en tout cas avec 20 équipes de 32 buts. Il a mis 4 buts de plus. Écoutez, Haaland, c'est évidemment le phénomène de cette saison. C'est celui aussi qui représente sans doute le mieux le titre de Manchester City. Oh oui, je sais pas, celui qui représente le mieux le titre de Manchester City, ça reste, je trouve, l'entraîneur. Collectif. Ah, l'entraîneur. Oui, l'entraîneur, je trouve que ça reste celui, parce qu'il a su peut-être donner une autre identité à cette équipe avec Haaland, justement. Après, il se sert du matériel qu'il a à sa disposition, mais voilà. Après, sur la saison Première Ligue, je suis un peu plus contrasté que vous. En même temps, elle a été formidable sur le plan sportif, et en même temps, elle n'a jamais été autant chahutée dans les coulisses. Et donc, je trouve que c'est une saison un peu contrastée. On a mis un peu sous silence toutes les affaires, va dire, du foot anglais. Et elles sont pas terminées. Il y a toujours une enquête en cours. Exactement, une enquête en cours sur Manchester City, mais beaucoup d'autres malversations. Et on est en train de découvrir que les millions de livres servent souvent, malheureusement, des mauvaises causes ou ne sont pas nécessairement bien dépensés. Donc voilà, c'est un petit peu... je trouve que parfois, trop d'argent peut parfois nuire, je dirais, quelque part à la qualité du championnat, mais en tout cas au fait que les choses se passent correctement. La vraie stature pour Haaland, c'est le triplé. La FA Cup, la finale de Ligue des Champions. Si avec cet homme-là, performant jusqu'à la dernière seconde de toutes ces compétitions, ils ont the treble, réalisé en 99 par United pour la dernière fois. Et les Red Devils sont leur adversaire en FA Cup. Ils vont tout faire, évidemment. On pour empêcher City de fêter ça. Cette émission est enregistrée avant la finale de Cup face à United et avant évidemment la finale de Ligue des Champions face à l'Inter. Est-ce qu'on peut résumer cette saison en chiffres, Christian, avec vous avez insisté sur le duo de choc composé entre Erling Haaland et Kevin De Bruyne. On a souvent été habitués dans les dernières saisons à Kane et Son avec Tottenham. D'ailleurs, ils sont toujours dans ce classement. Mais l'interrogation de début de saison, c'était est-ce qu'après être champion 2 fois de suite sans numéro 9 et donc avec une multitude de joueurs, on se souvient quand même que c'était quand même Kevin De Bruyne qui était le meilleur buteur la saison passée. Est-ce que ce numéro 9 allait apporter quelque chose de différent? Et Jean-François l'a dit, il a changé l'identité du club, il l'a varié, il a donné d'autres options. Et je crois qu'Haaland a directement mis tout le monde d'accord en mettant autant de buts, mais c'est surtout aussi son entente avec Kevin De Bruyne depuis le début et avec Phil Foden, parce qu'ils sont quand même deuxièmes dans ce classement, puisque Haaland, Foden en efficacité ensemble, c'est quand même 7 buts pour les 10 buts à De Bruyne, Haaland. Donc c'est déjà 17 buts dans lesquels ces 3 joueurs sont impliqués dans la saison. C'est exceptionnel, ils ont répondu aux attentes. Et on a eu un petit doute à un certain moment quand ça fonctionnait un peu moins bien en termes de moyenne de buts par match, mais il a remis très vite les pendules à l'heure dans la dernière partie et ils sont, grâce à ce trio, à ce duo et au reste de l'équipe,
il s'est mérité amplement ce titre de champion. On le voit, la connexion était quand même incroyable entre les deux. Bon, on rappelle que c'est quand même 52 buts en 51 matchs, toutes compétitions confondues cette saison pour Erling Haaland. Il a réussi 5 hat-tricks, il a explosé tous les records. C'est un phénomène. C'est un vrai phénomène, c'est un phénomène mondial, c'est un phénomène qui... Alors moi, c'est marrant parce que depuis que la saison anglaise s'est terminée, je parle de la saison championnat, mais ça commence déjà, hein, vous regardez, Haaland, on l'annonce déjà partout, il partirait déjà pour 200 millions, 250 millions, enfin, il va tuer tous les records, c'est vraiment assez exceptionnel. Et je trouve qu'il n'a peut-être pas encore atteint le maximum peut-être de sa qualité. Il apporte de la verticalité, il apporte de la profondeur, il apporte de la puissance, mais il apporte surtout, je trouve, et ça s'est vu parfois dans certains matchs de Ligue des Champions où il ne marquait pas, c'est paradoxal, mais il apporte tellement d'attention de la part des défenseurs que d'autres peuvent du coup en profiter autrement. Donc je trouve que franchement, même sans marquer, il parvient à user les défenses adverses. Ah ben, il pèse. Maintenant, on avait dit dans cette émission ici, attendez, on va voir comment dans le courant de l'année les défenseurs vont apprendre à défendre contre lui parce que c'est quand même un championnat physique et donc il ne parviendra pas à garder sa qualité physique. Ben si, il est parvenu à garder cette qualité physique jusqu'au bout. Et ça, chapeau, quoi. Sans oublier tous les autres. Hein. Grealish, il joue beaucoup. Évidemment. 5 buts. Il a fait une meilleure Foden, saison. on a Mahrez. Attention, même ceux qui ont peu de temps de jeu, ils sont hyper performants. Donc il y a un ensemble d'éléments qui font que cette équipe est championne. City, champion avec 89 points, ce qui n'est pas beaucoup. Hein. Ils ont déjà été champions avec 100 points. Ils ont quand même remporté 12 matchs d'affilée pour terminer la saison, pour aller chercher ce titre, pour courir derrière, évidemment, Arsenal. Dans la position du chasseur, ils sont toujours bons. Les Citizens, c'est leur 3e titre consécutif, le 5e de l'ère Guardiola. Est-ce qu'on peut craindre un scénario à la Bayern Munich en Bundesliga qui lui a enfilé 11 titres d'affilée? Il y a vraiment une domination, une mainmise de la part de City? On est en plein là-dedans. Oui, plus que jamais, cette saison-ci est une saison qui prouve que cette équipe, elle est non seulement costaude, mais en plus de ça, elle est bien préparée. Termine sa saison en boulet de canon. Enfin, quand je dis sa saison en boulet de canon, pas tout à fait, parce que 1 point sur 6 contre les derniers. Oui, mais sans Haaland, sans De Bruyne, c'était... Mais on est d'accord, on est d'accord. Ils étaient déjà champions. Mais je me demande ce qui se serait passé si le titre s'était joué sur les 2 derniers déplacements avec... Enfin voilà, on ne saura jamais, mais peu importe. Avec des si, on refait l'histoire. Exactement. Donc oui, ils dominent la compétition. Oui, ils sont au-dessus des autres. À la fois, certainement dans la qualité, mais je trouve que là où ils font la différence aujourd'hui, c'est dans la tête. Ces gars-là n'ont plus aucun doute. Ils sont 5 défaites cette saison quand même. Hein. Oui. C'est pas rien, 5 défaites. Dont 2 face à Brentford. Et là où les Gunners ont très vite enchaîné 2 partages, puis la défaite face à City, hop, vous décrochez. Eux n'ont pas connu vraiment ça. Gloire donc à Manchester City qui remporte un nouveau titre devant cette équipe d'Arsenal. Alors, s'il y a un an, on s'était vu ici sur ce plateau et on avait parlé de la saison qui vient de se terminer, si on avait vu qu'Arsenal aurait pu terminer 2e avec 84 points, on aurait dit waouh, ils ont fait une excellente saison. Mais on ne peut avoir que des doutes, des regrets. Plus que des doutes du côté des Gunners. Les supporters peuvent avoir des regrets, ça c'est sûr, parce que sur la dernière ligne droite, cette équipe quand même sur les 10 derniers matchs perd 15 points. C'est là que évidemment ils se prennent l'épée dans le tapis. Et c'est au mois d'avril, hein. c'est 3 matchs consécutifs avec des partages. Ils ont mené 0-2 à Liverpool, ils ont mené 0-2 à West Ham, ils ratent un penalty et puis ils font 3-3 contre Southampton et dans le match après ils perdent contre City. Là le titre était abandonné. Les points perdus, parce qu'ils perdent des points contre Brighton et Man City, ok très bien, mais ils perdent des points aussi contre Nottingham. Ils perdent des points aussi contre West Ham qui lutte pour le titre. Ils perdent des points contre Southampton. Ils n'allaient pas gagner tous les matchs de la saison. D'accord, mais à un moment donné, si vous voulez être champion, mais au moment clé, c'est là que ça s'est mal passé. Vous ne pouvez pas, si vous voulez être champion, dans les 10 derniers matchs, gagner 4 fois, c'est pas possible. Comme on ne peut pas dire que l'absence de Saliba à elle seule, parce qu'on parle de Saliba maintenant du côté du PSG, les Gunners sont prêts à tripler son salaire, mais c'est qu'on a l'air de dire, sans toi, il n'y a pas de titre. C'est en tout cas une constatation qu'on a pu voilà. Mais si on pose la question de se dire peut-être qu'est-ce qu'il a manqué, est-ce que finalement, est-ce que c'est un problème physique, est-ce que c'est un problème mental, est-ce que c'est un problème tactique? Je pense que tactiquement, Christian parlera peut-être de l'évolution de cette équipe, ou en tout cas ce qu'elle doit peut-être chercher à faire dans les années à venir, mais je trouve que cette équipe mentalement craque. Craque. Et elle a passé 248 jours en tête de la Première Ligue pour finalement terminer 2e derrière City. Christian, on en a parlé toute la saison. Il y a un domaine dans lequel Arsenal a vraiment excellé cette saison. Arteta a prouvé une chose cette saison, c'est qu'en fait, on pouvait
copier ce modèle qui était joué par Barcelone ou par Manchester City, et avec le travail de pouvoir faire évoluer des joueurs dans ce sens-là. Concernant le jeu dominant placé, on le voit en fait, que ce soit le dominant placé ou rapide, ce qui était excellent aussi, cette équipe a été exceptionnelle à regarder cette saison. Malheureusement, dans la réalité de la compétition, ce qui compte, c'est de prendre les points. Et donc, quand on gagne 4-0 et qu'on a marqué 2 buts sur jeu dominant placé pour le 3e et le 4e but, ben malheureusement, c'est bien pour le spectacle, ça fait plaisir aux fans, ça fait plaisir à tous les spécialistes de foot, mais ça n'apporte pas plus de points. Et là où ils auraient dû prendre des points supplémentaires, c'était dans des matchs importants où ils auraient pu laisser le ballon à l'adversaire et procéder sur des reconversions rapides. Et là, on l'a dit, je me souviens, j'ai été regardé, le 8 octobre, ils étaient à 0 but sur jeu direct ou reconversion rapide. Donc, c'était déjà un signe que ça allait être compliqué s'il n'y avait pas d'amélioration dans ce jeu. Ça a été un tout petit peu mieux début 2023, mais après, ils n'ont plus su enchaîner. Je crois que depuis le mois de mars, ils n'ont plus marqué sur reconversion rapide. Et en plus de ça, défensivement, ils ont encaissé 16 fois là-dessus. Et donc, on revient un peu à ce chapitre de l'époque Guardiola, où ils encaissaient énormément de buts sur reconversion rapide parce qu'ils étaient omnubilés par cette envie d'aller tout le temps se déposer dans les 16 mètres adverses. Et là, il y a eu en fait un déséquilibre entre cet aspect offensif et cet aspect défensif, et ça a été fatal en fin de saison. Christian, si j'entends ça, est-ce que c'est pas un peu old school finalement de jouer comme ça aujourd'hui et uniquement comme ça? C'est surtout aujourd'hui la difficulté, c'est que, comme vous expliquiez un peu avant, c'est que les autres essayent de savoir ce que vous faites. Ils essayent d'anticiper par du scouting. Et donc, quand on sait qu'en permanence, vous êtes dans le jeu dominant placé et que vous n'avez qu'un plan A, c'est un peu le problème que Bielsa a eu. Et l'idée, c'est qu'est-ce qu'on fait lorsque ça ne fonctionne pas? Est-ce qu'on a une alternative? Alors, si de temps en temps, vous avez des alternatives comme la phase arrêtée, comme l'utilise Brentford, par exemple, eh bien, ça vous donne des points. Mais si vous n'avez pas à ce haut niveau la reconversion rapide pour pouvoir surprendre dans des matchs importants où vous êtes parfois dominé, eh bien, vous réduisez le nombre d'options et donc le nombre de points. Et donc, ça, c'est le calcul final qui en pâtit. Donc il faudra trouver un plan B pour faire encore mieux la saison prochaine. En tout cas, Arsenal va retrouver la Ligue des Champions. Ils ont déjà un plan A, c'est formidable. Oui, bravo Arteta pour ça. Un plan A qui marche bien, mais qui n'a pas été suffisant pour les chercher. Mais moi, je trouve qu'ils ont un plan B dans l'effectif. C'est-à-dire que quand je vois les joueurs offensifs, je suis désolé, des Saka, des Martinelli, l'attaquant Gabriel Jesus, ils ont les qualités pour avoir des attaques rapides. Ils n'ont peut-être pas le joueur de transition, celui du milieu, qui peut peut-être rapidement donner ce sera peut-être Declan Rice, en tout cas, il est plus qu'annoncé du côté de l'Arsenal. Ce sera parmi, évidemment, les gros transferts de l'été s'ils se réalisent du côté d'Arsenal. Mention quand même à Trossard, Leandro Trossard, qui est arrivé au mois de janvier, qui a réussi 9 assists sous le maillot des Gunners. Donc, c'est quand même la petite touche belge du côté des Gunners. On continue dans les tops avec la 3e place de Manchester United, 75 points. Ils sont passés de la 6e place la saison dernière à la 3e avec un Eric Ten Hag. Une Coupe de la Ligue gagnée. Peut-être une cup, ce sera ce week-end, donc peut-être un doublé pour eux. Voilà, il y a eu du progrès du côté d'United, même si tout n'a pas été parfait. Non, moi, j'étais assez séduit en tout cas par le début de saison et la manière dont les choses se sont mises en place avec Ten Hag. Je pensais même que ça allait être un peu mieux que ce qu'ils ont fait cette saison-ci. Et puis l'équipe a parfois eu des hauts, trop de bas aussi, et je trouve que il faut encore que cette équipe franchisse un pas. Est-ce qu'ils vont parvenir à le faire? Aujourd'hui, c'est plus une équipe de coupe qu'une équipe de championnat. Est-ce qu'il leur faut un numéro 9 pour cela? Parce qu'on parle beaucoup d'Harry Kane et de son avenir. Kane a été très clair. Si je quitte Tottenham cette saison, c'est pour aller à Man United, où je termine mon contrat et je serai libre. Mais son président l'a été tout autant. Je ne le vends pas à une autre écurie. Je terminerai mon contrat pour finir libre dans un an. Kane ou un autre, ou Osimhen, parce que le club est à vendre, qui va être acheté, qu'il y aura peut-être un gros transfert tout de suite parce que les nouveaux propriétaires vont Regardez ce que ça a donné séduire Ronaldo. Les transferts marketing aujourd'hui. Mais ça, Ten Hag a bien géré, parce qu'il a dégagé en quelque sorte Ronaldo. Mais il est encore occupé de gérer. Donc, il semblerait que l'accord soit officialisé avec Mason Mount. C'est un gros transfert. Ils sont prêts à donner 10 millions de livres à Maguire pour qu'il dégage. Donc, vous imaginez ça. On est prêt à acheter 90 millions, il n'y a pas si longtemps. Donc, ils sont prêts vraiment à nettoyer le reste pour construire du neuf. Pour le reste, il a résisté. Il faut quand même le dire. Quand il prend 4 buts à la 2e journée de championnat en une mi-temps à Brentford, quand il se ramasse une raclée gifle, c'est face à City. Quand vous résistez à ça en tant que coach, c'est que vous êtes bien installé. Oui.
En tout cas, Christian, il y a un endroit où Manchester United a vraiment été très fort, c'est du côté d'Old Trafford, qui était une véritable forteresse cette saison. Oui, ils ont fait le job à domicile, comme j'ai intitulé l'infographie. Ils ont été juste derrière Manchester City pour pouvoir prendre le maximum de points à domicile. Par contre, comme disait Jean-François, il manque énormément de performance en déplacement. Et comme vous disiez en début d'émission, c'est étonnant que De Gea a le plus de clean sheets. Eh bien, ils ont réalisé 12 clean sheets à domicile, mais ils n'ont pas gagné. Ils n'ont gagné qu'une fois contre le top 10 ou le top 12 en déplacement. Donc cette équipe a réussi à régaler ses supporters à domicile, mais pour passer le cap maintenant, pour pouvoir être un peu plus performant, eh bien, il faut pouvoir aussi avoir cette possibilité de surprendre contre des équipes du top en déplacement. Et cette saison, ça n'a pas été le cas. Et c'est même étonnant pour une équipe qui termine 3e d'avoir été aussi mauvais contre le top 10, le top 11, le top 12 en déplacement, en encaissant énormément de buts, presque 30 buts. Donc là, c'est vraiment un challenge et un exercice à faire pour la saison prochaine. Ils n'ont encaissé que 10 buts en championnat à domicile cette saison. Ils ont battu City, ils ont battu Arsenal, ils ont battu Liverpool, ils ont battu les Cadors. En déplacement, c'était plus compliqué, donc il y a encore évidemment du progrès à faire de ce côté-là, du côté de United. Oui, une constatation, c'est qu'à domicile, ils sont parvenus à mettre parfois des intensités incroyables dans le match, et quand ils étaient en déplacement, ils n'y arrivaient absolument pas. Ça, j'avoue que je ne comprends pas. Après, ils peuvent perdre, mais je n'ai pas compris qu'ils ne parviennent pas à mettre de l'intensité dans leur match à l'extérieur. C'est un peu comme si, à la limite, peut-être qu'ils avaient reçu des instructions du coach, avec peut-être qu'ils étaient eux-mêmes, ils se sont peut-être eux-mêmes, comment on dit ça, auto-censurés, peut-être en jouant un petit peu trop sur les talons lorsqu'ils jouaient à l'extérieur. Mais c'est sûr que c'est une équipe qui a montré deux visages très différents. Je pense qu'une deuxième saison comme celle-là ne sera pas suffisante pour les fans. Donc là, il va falloir passer un cap. En tout cas, United retrouve la Ligue des Champions, comme Arsenal, il n'y était pas la saison dernière, et comme Newcastle. Ça, c'est la grosse surprise. Première qualification Ligue des Champions depuis 20 ans pour les Magpies. Le changement en l'espace de 18 mois a été incroyable du côté de St. James's Park. Parce que quand Eddie Howe arrive en décembre 2021, ils sont dernier ou avant-dernier ex-aequo. Et là, ils se retrouvent en Ligue des Champions en 18 mois. C'est peut-être le coach de la saison derrière Guardiola. Il y a deux chiffres qui résument pour moi leur saison. 5 défaites, c'est comme Manchester City. Et 33 buts encaissés, c'est le même bilan que Manchester City. Ce sont les deux meilleures défenses de Premier League. Donc avec ça, vous jouez le top 4. Dans vos analyses, Christian, c'est vraiment ce qui ressort du lot, c'est cette capacité à défendre et à ne pas beaucoup encaisser. Ils ont encaissé moins d'un but par match cette saison. La période depuis 2023, on l'a montré souvent dans les infographies, ça a été un peu catastrophique dans les 2 premiers mois parce qu'ils marquaient très peu, mais ils ont réussi à faire beaucoup de partages et donc ils ne perdaient pas, ils récoltaient quand même le point qu'ils recevaient en début de match. Et après, quand il y a eu ce déclic et que Isaac a commencé à marquer plus que Callum Wilson, Almiron ils ont commencé à dérouler, ils ont marqué des 4 buts, des 5 buts et tout ça, eh bien ils ont réussi en fait à sécuriser cette 3e place. Mais l'important, regardez, toutes les équipes du top ont des défenses qui sont mises au point et qui travaillent bien. Et quand aujourd'hui, on se situe à la même hauteur que Manchester City en termes de défense et la meilleure défense du championnat, ça veut dire quand même quelque chose dans la mise en place. Et cette mise en place a été réussie. Maintenant, là aussi, pour pouvoir aller titiller les premiers, c'est vraiment le pas à faire maintenant entre les 2 premiers qui se battent pour le titre et après ceux qui suivent pour le top 6. Il faut vraiment maintenant améliorer encore l'aspect offensif et surtout chez eux de marquer beaucoup plus sur du jeu dominant placé et de s'installer un peu dans le camp adverse comme le fait Manchester City et Arsenal pour pouvoir sécuriser une place supplémentaire qui leur permettrait de titiller avec les champions. On a vu un changement en fin de saison et on se souvient notamment de ce match complètement fou où Newcastle marque 5 buts en 20 minutes et quelques secondes face à un concurrent direct au top 4, Tottenham. Il y a eu quand même un changement. Il y a eu beaucoup de 0-0 de partage en début de saison, mais en fin de saison, ils ont commencé à marquer et à libérer complètement le jeu offensif. Ce match-là, ces 20 premières minutes-là résument la saison de Tottenham aussi. Oui, mais bon, le point positif, c'est quand même Newcastle qui a commencé à marquer. Bien sûr, mais ils ont fait un pressing régulièrement sur leur adversaire. C'était en dehors de leur petit passage à vide là, qui aurait peut-être pu leur coûter le top 4.
Qu'est-ce qu'ils ont joué, ces gaillards-là? Qu'est-ce qu'ils ont couru? Quel pressing ils ont mis à l'image de leur stade, hein? Oui. Le feu. Cette édition-ci, cette saison-ci marquera pour eux un tournant, c'est-à-dire un changement de statut, à la fois parce qu'on sait et ça va plus vite que prévu. Hein. On ne s'attendait pas à les voir déjà en Ligue des Champions cette saison. Non, mais maintenant il faut assumer aussi une cadence de match très différente la saison prochaine, avec des soirées de Ligue des Champions. Ils ont les moyens financiers. Ils ont les moyens financiers de construire un groupe. Mais ils ont des moyens financiers sans doute illimités, il faut quand même le rappeler. C'est le club qui potentiellement est le plus riche au monde. Je suis d'accord, mais en même temps, beaucoup d'autres clubs qui sont très riches n'ont pas nécessairement travaillé de la même façon que Newcastle. Je trouve qu'il y a une certaine forme d'intelligence. Oui, mais maintenant qu'ils sont en Ligue des Champions, ils vont attirer des gros poissons. Sûrement. Je leur souhaite, mais si je regarde le 11 de départ, Guimarães au milieu du terrain qui est un joueur clé, qui est un joueur important. Devant, je pense que là, ils vont devoir encore chercher de la qualité un peu. Voilà, j'ai regardé Saint-Maximilien par exemple, qui est un formidable. Saint-Maximin. Qui est un joueur rapide, qui est un joueur qui percute, mais qui en spectaculaire, mais qui n'a pas beaucoup de statistiques. Voilà, en termes de statistiques, c'est un but, 5 Il est plutôt en fin de route là du côté. Donc voilà, c'est le genre de joueur qui risque de quitter le projet pour d'autres qui vont arriver et qui vont devoir mettre une pression sur les titulaires actuels, mais malgré tout, dans la construction du groupe, et puis si on regarde le 4 défensif, malgré la solidité défensive, on peut se dire qu'il n'y a pas non plus là des noms qui sont très impressionnants, très ronflants, ou que cette équipe, donc là, elle doit se construire encore pour un projet Ligue des Champions qui est quand même autre chose. Hein. Voilà, parce qu'il faut assumer la semaine, il faut assumer le week-end aussi. Oui, sûrement que le noyau va être étoffé. En tout cas, Ideo a fait un super boulot et Newcastle va maintenant devoir assumer son nouveau statut d'équipe de Ligue des Champions. On descend dans le classement, on sort du top 4 et là on découvre quand même une belle surprise, peut-être la plus grosse de la saison. Brighton, qui a commencé la saison avec Graham Potter, qui la termine avec De Zerbi et qui termine 6e avec 62 points. La première qualification européenne de l'histoire de ce club. Meilleur classement de l'histoire du club. Meilleur aussi. Classement, évidemment. Une équipe très joueuse, très joueuse, très agréable à suivre. Avec un joueur dans l'entrejeu, McAllister, qui est tout proche de Liverpool aujourd'hui. Formidable joueur, hein, franchement. Ils ne sont pas les seuls sur la liste, mais il est tout proche d'une signature. Je pense que ça va beaucoup bouger cet été. Mais en tout cas, Brighton a montré qu'ils ont toujours une petite longueur d'avance. Il y a des joueurs qui partent. Parce que la saison dernière, il y avait quand même Cucurella qui est parti pour une grande somme. Il y a Mopé qui était parti. Ils avaient transféré pour 100 millions. On est dans le folklore avec Cucurella, on est d'accord? Oui, mais quand même, un folklore qui a coûté très cher à Chelsea, qui a rempli les caisses de Brighton. Maguire a coûté très cher à United aussi. Et il y avait plusieurs joueurs. Bissouma aussi, qui était parti pour une belle somme du côté de Tottenham. Donc c'est un club qui vend, qui fait du bon business, mais qui a toujours une longueur d'avance. On a découvert plein de jeunes joueurs cette saison en plus. Bon, Mitoma, on le connaissait ici en Belgique, mais personne ne le connaissait en Angleterre. McAllister est là depuis quelques saisons. Attention, la fin de saison d'Undav, il a marqué les esprits lui aussi. Et puis, il y a Enciso, il y a le jeune Buenanote qui est arrivé, il y a franchement, il y a Ferguson qui a marqué quelques buts, 18 ans. Mais le problème, quand vous êtes un hall de gare comme ça, où les gens tournent, passent, il ne faut pas qu'il y ait un raté. Parce que c'est bien, c'est chouette. Pour l'instant, il n'y en a pas. Pour le moment, c'est chouette. Et il faudra assumer aussi un nouveau statut maintenant. Oui, et en même temps, est-ce que ce club-là doit vraiment assumer ce statut-là ou est-ce qu'ils peuvent se permettre l'année prochaine de se dire, OK, si on est mais ils vont jouer le jeudi en Europa League et ils vont devoir assurer le week-end en Premier League. Oui, mais est-ce que ce serait une catastrophe pour eux s'ils ne sont pas 6e l'année prochaine, mais s'ils sont 8e ou 9e? Non, mais il faut rester en Première Ligue. Et on a vu quand même qu'il y a des clubs, Leicester, on en reparlera un petit peu plus tard, demi-finale de Conference League la saison dernière, ils descendent. Donc il y a un statut à assumer. Oui. D'accord, tout à fait d'accord. Il y a des erreurs stratégiques, parenthèses, qui ont été commises à Leicester. On y reviendra. Peut-être qu'ils ne vont pas les commettre du côté de Brighton. Effectivement. En tout cas, du côté de Brighton, sur la période Graham Potter qui a duré plus ou moins 4 ans, on se disait c'est une bonne équipe, ça joue bien, mais ça marque peu. Avec Roberto De Zerbi, on peut dire que cette carence-là a été complètement gommée. Ouais. Christian. Oui, il a profité de la mise en place qui avait été mise par Potter quand même. Il a quand même fait un travail imposant. Et surtout, ce qui s'est concrétisé, c'est qu'en fait, ils ont démontré en fait qu'ils étaient une équipe pratiquement de plein jeu dans les meilleurs offensivement. Regardez, il y a deux séparations ici. Il y a le jeu dominant placé. On a vu déjà précédemment avec Arsenal et Manchester City que c'était très fort, mais eux sont les 3e dans le jeu dominant placé. Donc, ils sont capables de s'imposer dans le camp d'adversaire. Mais là où c'est intéressant, c'est que eux, à l'instar d'Arsenal, ils ont l'alternative du jeu direct, puisqu'ils sont les 2e derrière Manchester City. Et alors, quand on sait que quand on observe les carences sur phase arrêtée, parce qu'en fait, ils n'ont marqué que 6 buts
sur phase arrêtée sans penalty et qu'on imagine que c'est quelque chose que tout le monde peut travailler et qui vont probablement engager une personne compétente, parce que je suis sûr et certain qu'ils savent que dans ce domaine-là, ils n'ont pas été aussi performants qu'ils devaient l'être. S'ils parviennent à travailler là-dessus et qu'ils augmentent ne fût-ce que de 10 ou de 15% leur but sur phase arrêtée, cette équipe va être impressionnante la saison prochaine, parce qu'alors elle va être vraiment complète offensivement. Mais comme dit Jean-François, et je suis d'accord avec lui, il faudra éviter que ça devienne un hall de gare où une année ça se passe pas bien et on se retrouve dans la même position que Wolverhampton ou que Burnley à un certain moment ou que Leicester. Et parce que ça va évidemment descendre, ça va plus vite que de monter. Là, on a revu la claque que Brighton a été donnée à Arsenal, c'était en fin de championnat du côté de l'Emirates. Il y a quand même un chiffre important. S'ils parviennent encore à progresser après ce qu'ils ont fait cette saison, ce sera impressionnant. Ils ont marqué 30 buts de plus que la saison dernière. 16e meilleure attaque la saison dernière, 4e meilleure attaque cette saison. Et c'est une équipe qui aime prendre des risques. Dans la possession de balle, la relance à partir du gardien. Ça, c'est la touche des Herbies. Ouais, ils osent. Il y a une prise de risque, mais 4 à 5 fois par match, ça se joue à 1 millimètre près pour encaisser ou pas à partir d'une relance désastreuse de l'arrière. Mais il continue. Oui, mais il y a quelque chose qui me marque dans les choix des joueurs qu'ils font. C'est que quand ils vont chercher un joueur, y compris pour des joueurs, par exemple, qui sont venus dans la Belgique, je pense à Alzate, par exemple, qui a joué au Standard cette saison, c'est qu'il y a un lien commun entre tous ces joueurs, c'est la qualité technique individuelle. Chaque fois, ils vont chercher des joueurs qui ont un bagage individuel qui permet justement, une fois qu'ils ont fait, dirons, leur adaptation au club, d'avoir justement le bagage suffisant et nécessaire pour jouer dans une telle compétition. Parce que ça va vite, il faut penser vite, mais il faut avoir les moyens de penser vite, c'est-à-dire les moyens techniques d'exécuter rapidement les gestes, etc. Cette équipe-là, alors... Seul problème, c'est combien vont partir, combien vont arriver. Et McAllister et Caicedo, c'est quasiment sûr. Il faut voir s'il y en a d'autres qui vont suivre. Il faudra les remplacer, évidemment. Voilà pour cette équipe de Brighton. On descend encore dans le classement. Et là, on retrouve une autre surprise. Aston Villa, lorsqu'Emery arrive, c'est juste avant la Coupe du Monde. Aston Villa est 16e. Ils terminent 7e et vont donc disputer la Conference League. Chapeau. Un point de la relégation quand Unai Emery arrive. Regardez où ils sont en fin de saison. Rien à dire, c'est merveilleux. Vision du jeu nous l'avait expliqué. Il va régler tous leurs problèmes. Ben voilà, c'est fait. Oui, gros bilan de la part d'Unai Emery. S'il était arrivé un petit peu plus tôt avec Dessy, on refait l'histoire du football, c'est clair. Mais ils auraient pu jouer peut-être même la Ligue des Champions, Christian. Avec Dessy, on fait même des expected points, je crois. Donc ce serait intéressant de voir ça. S'il avait réussi à faire une saison complète. Mais si on regarde le classement depuis qu'il est arrivé, alors il y a eu des matchs, il n'y a pas tout à fait le même nombre de matchs, mais j'ai essayé de respecter juste le nombre de points. Eh bien, il serait dans le top 6 sans problème cette saison, puisque voilà, il serait à 2 points de Liverpool, à 3 points de United, à 4 points d'Arsenal seulement depuis qu'il est arrivé, et 11 points de Manchester City. Il a vraiment réglé les problèmes défensifs, il a réglé le problème offensif en jouant beaucoup sur des reconversions rapides et en gagnant des matchs importants. Et puis quand la confiance était là et qu'ils étaient sauvés, il a commencé avec du jeu dominant placé, à passer par les flancs, à jouer des centres dans les zones optimales, à être au cordeau, à redonner la confiance à Watkins, qui est son meilleur buteur, à se séparer de Danny Ings à la trêve pour le laisser partir à West Ham alors que c'était son 2e meilleur buteur. Je pense qu'il a fait un travail exceptionnel et j'espère de tout cœur que ça va continuer, parce que je sais qu'il a quand même une envie de faire un football chatoyant et c'est bien aussi de revoir Aston Villa dans le haut du classement. Et tout cela avec les mêmes joueurs que Steven Gerrard. Je crois qu'il y a juste Moreno qui est arrivé au mois de janvier. Sinon, c'est la même équipe. Moi, c'est ça qui m'épate. Et je trouve que ça remet en perspective beaucoup de choses par rapport au travail qu'un entraîneur doit exécuter, par rapport à un débat qu'on peut souvent avoir. Finalement, est-ce qu'un grand joueur est nécessairement un grand entraîneur? Non. Et l'inverse. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas une carrière exceptionnelle de joueur peut être un grand entraîneur? Ben oui. Et donc, du coup, voilà, ça remet tout en perspective. On a un entraîneur qui a, pour le coup, radicalement changé le visage de l'équipe qu'il a pris en main, en lui donnant une identité, comme Christian vient de l'expliquer, dans un premier temps plus défensive, mais dans un deuxième temps, il a quand même encore fait progresser cette équipe aussi. Donc, un impact réel. Moi, je trouve même qu'à la limite, c'est un avis tout à fait personnel, mais quand je regarde parce qu'ils viennent de décerner les awards là, au coach, etc., et quand je regarde OK, Guardiola numéro 1,
parce que c'est City, parce qu'il est champion. On a l'impression que c'est Arteta numéro 2 parce qu'il termine deuxième et qu'ils ont un peu fait dégressif sur le classement. Moi, je trouve quand même qu'un entraîneur qui a un tel impact sur son groupe comme ça fait certainement partie... Alors, il faut donner 10 trophées de meilleur entraîneur, parce qu'on peut dire qu'O'Neill à Bournemouth, il a fait un travail exceptionnel aussi. Il y a un moment, il faut choisir. Oui, mais là, on a des faits. Sur la période où Unai Emery, sans changer de joueur, il est dans le top 4 du championnat. Donc on a des faits, on verra si ça se confirme. Hein, on peut même se demander pourquoi ça n'a pas été au début, parce que finalement Steven Gerrard, quand il vient quand même, il vient pas sans expérience. C'est surtout Steven Gerrard qui doit se demander pourquoi est-ce qu'avec moi ils n'ont pas joué comme ça. Mais bon, ça c'est un autre débat évidemment. En tout cas, Unai Emery va jouer la Conference League avec Aston Villa pour essayer de la gagner, parce que c'est un spécialiste évidemment d'Europa League et pourquoi pas de Conference League. On arrête avec les éloges et là, on passe dans le flop. Donc, ça va être un petit peu plus corsé, ça va faire un petit peu grincer les dents. Et on commence avec Liverpool. Liverpool termine 5e, mais pour un club de la stature et qui était en Ligue des Champions depuis beaucoup de saisons avec Jürgen Klopp, terminer 5e, c'est un échec. Ouais. 19 victoires et 19 matchs sans gagner. C'est ça le bilan de la saison. Il y a quand même 9 défaites pour une équipe comme Liverpool. C'est évidemment beaucoup trop. Donc, voilà. Et malgré ça, quand on voit la tendance de la saison, on peut se dire que c'était dramatique au début, que ça se termine, on va dire, Jürgen Klopp a repris les choses en main quand même dans la dernière ligne droite. Ouais, c'était une saison charnière, on sent qu'il y a du changement, il y a des joueurs en fin de contrat, on avait Firmino notamment faire ses adieux, il y en a d'autres, Milner, Keita, Oxlade-Chamberlain. Vous imaginez aller interviewer avant la première journée Klopp et lui dire vous allez finir à 22 points du titre. Ouais. Fou rire général, hein. 22 points du titre, Liverpool. Et en tout cas, une carence importante du côté de Liverpool cette saison, et c'est là évidemment que le top 4 a échappé à Liverpool, ce sont les matchs en déplacement, Christian, parce que là, ça a été un bilan catastrophique pour les Reds. Oui, le classement en déplacement est trop peu, il termine 7e avec 23 points seulement, c'est-à-dire à 16 points des meilleurs, donc d'Arsenal, et à 15 points de Manchester City. C'est une trop grande différence pour pouvoir revendiquer quelque chose. Je pense quand même qu'il y a eu des circonstances atténuantes. On a souvent évoqué peut-être la fatigue Klopp après quelques saisons, mais je pense surtout, et là, ça a déclenché vraiment cette dernière partie de saison, c'est que Jota est revenu dans le parcours et Jota a permis à d'autres joueurs de pouvoir s'exprimer avec des centres, avec des ballons qui venaient de la droite, avec lui qui se positionnait dans la dernière partie. Et donc, cette équipe a remonté un vrai visage dès qu'il est revenu. Et donc, ça prouve en fait à quel point c'est important de pouvoir créer des liens entre différents joueurs pour pouvoir en fait être efficace. Mais c'est sûr que 23 points en déplacement sur une saison, c'est trop. Et c'est vrai qu'il y a eu énormément de blessés, Luis Diaz, Jota et les autres. Ça n'a pas été facile. Pas que ça. Van Dijk a toujours été cité comme une référence défensive. Je trouve que cette année, il reste sur une saison quand même très compliquée. En tout cas, sur toute la première partie de saison, on a vu Van Dijk faire des erreurs de placement, de jugement, d'appréciation. Ça n'a pas été le gars qui a pu stabiliser l'équipe comme il l'a fait les autres années. Ouais. Et souvent, dans les matchs qu'on a fait aussi, dans les matchs un peu tendus, où il fallait... ils avaient quand même de grosses difficultés. C'était moins efficace défensivement. Oui, dans les transitions, ils avaient de grosses difficultés aussi. C'est une équipe qui a été... Il y a quand même eu un moment historique, le 7-0 face à Manchester United, et ça met un petit peu de baume au cœur aux supporters de Liverpool. Et puis Salah, on dit que c'est une saison compliquée, il a quand même marqué 19 buts et 12 assists. C'est une de ses meilleures saisons sous le maillot de Liverpool. C'est autour de lui que ça pêche un peu. Effectivement, parce qu'il y a eu aussi beaucoup d'absents, il y a eu des nouveaux qui sont arrivés, on pense à Gakpo et les autres. Il y a un entrejeu où il manque peut-être un leader, quelque chose d'un peu plus... C'est là sans doute que Liverpool va transférer, sans doute dans toutes les ligues, mais là il faudra aller chercher le bon joueur pour... McAllister a un beau profil pour eux. Hein. Oui. Est-ce que c'est suffisant pour ce dont ils rêvent? Oui, mais je pense que Liverpool, c'est vraiment leur priorité, c'est McAllister, effectivement. Voilà pour Liverpool. Autre dossier très épineux, c'est Tottenham qui termine 8e avec 60 points. Pas de compétition européenne la saison prochaine pour les Spurs. Est-ce que ce qui symbolise cette saison de Tottenham, c'est pas la conférence de presse donnée par Conte le 18 mars après un 3-3 à Southampton où il fustige tout le monde, le club, les joueurs, les dirigeants, tout le monde passe à la moulinette. Il finit par se faire virer quelques jours plus tard. Est-ce que ça ne résume pas cette saison catastrophique et chaotique du C'était grotesque comme la saison. Ouais. Ça, c'est mon point de vue. Vous avez le leader du vestiaire qui s'enfuit. Hein. Quand il fait ça, il s'enfuit. Oui, effectivement. Bon, cette équipe. Mais le pire, c'est que son adjoint reste. Oui, et qu'il a pris encore, il a fait quelques matchs encore avant d'être finalement viré. C'est Ryan Mason qui est toujours le pompier de service qui a terminé la saison avec Tottenham, mais qui n'a pas réussi à les qualifier pour une Coupe d'Europe. Et pourtant, Christian, il y a
à Tottenham, un joueur qui est parmi les meilleurs de la Première Ligue et les meilleurs au monde, c'est le numéro 9, c'est évidemment Harry Kane parce qu'il met 30 buts cette saison. Et avec un joueur de cette classe-là, Tottenham n'est que 8e, c'est incompréhensible. Kane plus Son, c'est 40 buts cette saison. Et en fait, le profil de ce genre d'équipe, c'est généralement une équipe de milieu de classement ou du ventre mou. On a expliqué, c'était comme Southampton les autres années, c'était comme West Ham. Ils ont des joueurs attitrés qui marquent 20, 25 buts sur la saison, 22 buts, 23 buts sur la saison. Et en fait, mais sans eux, offensivement, l'équipe ne fonctionne pas. Ici, c'est bien la preuve qu'on peut avoir un buteur exceptionnel comme Kane, qu'on peut avoir un deuxième attaquant qui est exceptionnel comme Son, mais qui est un peu moins bien. Mais si derrière, il n'y a pas une série de joueurs qui peut venir et marquer un nombre important de buts, eh bien, ça ne suffit pas pour pouvoir jouer les premiers rôles en Première Ligue. Et donc, on peut avoir une superstar, une deuxième superstar, mais après, il faut que les autres suivent. Et là, ça n'a pas été le cas parce que c'est en fait, comme je l'ai titré dans l'infographie, c'est Kane, Son et puis c'est le néant. Ce sont des joueurs qui doivent venir de deuxième ligne, qui doivent relativement marquer des buts importants, mais comme tout est basé sur Kane et Son, eh bien, ils ne viennent pas. Voilà, Moura, ça a été beaucoup trop... Voilà, Richarlison, c'est un flop total. J'allais le dire, Christian. Lucas Moura, il joue presque pas cette saison. Il est mis quasiment de côté, notamment par Conte, qui ne voulait pas le faire jouer. Richarlison, c'est un but en Première Ligue cette saison. C'est le gros transfert. Hein. C'est 60 ou 70 millions d'euros à l'été dernier. Il marque un but. La problématique vient de là. Oui, la problématique, c'est que dans les attaquants ou dans les joueurs attaquants potentiels qui devraient marquer des buts et apporter un certain nombre d'efficacités, il n'y a pas... Et donc, les 43% marqués par Kane, les 14% marqués par Son, eh bien, au bout du compte, ça ne fait que 57%. Et les 43% autres, pratiquement la moitié, doit être partagée par les autres. Et les autres n'ont pas été présents. Alors, est-ce que c'est le système de jeu? Est-ce que c'est un choix tactique? Est-ce que tout est basé sur Kane et Son? Mais en tout cas, c'est pas comme ça. C'est pas la clé pour se retrouver en haut du classement. En tout cas, il y avait une atmosphère très négative créée notamment par Antonio Conte. Oui, mais c'est bizarre. Cette équipe, c'est bizarre parce que moi, j'entends évidemment, ils ont de bons attaquants. Quand on va chercher Richarlison, c'est quoi le projet en fait? Le mettre à la place de Kane? Moi, j'ai pas compris dès le départ le projet, la manière. Donc, et quand on sait qu'un joueur marche aussi, et même si c'est une star, peu importe, mais marche aussi au mental, à un moment donné, comment faire fonctionner tout ça? Enfin, je veux dire, moi, j'entends évidemment la qualité de Kane, de Son, enfin, Kulusevski, Moura, Richarlison, enfin, on pourrait comparer le noyau de Tottenham à beaucoup d'autres noyaux, et y compris dans la ligne médiane, et y compris dans la ligne défensive, avec des joueurs parfois très mal utilisés. Je pense à Romero, où je trouve que c'est un bon défenseur au départ, mais qui fait une saison assez moyenne. Et donc, enfin voilà. Et donc la question de cette équipe, est-ce qu'elle est impossible à manager? Et si oui, pourquoi? Je n'en sais rien. Je trouve ça tellement bizarre. Mais en tout cas, depuis Pochettino, il n'y a pas un manager qui a vraiment réussi à mener cette équipe vers quelque chose de positif. Qualitativement, il y a plus de qualité à Tottenham. Je vais en faire sauter certains plafonds, mais peu importe. Qu'Arsenal, à la limite. Mais en termes de résultats, il n'y a rien en fait. C'est une équipe. Et on ne sait toujours pas quel sera le coach la saison prochaine. Et ça, c'est un gros problème. C'est exactement ce qu'a dit Conte à la conférence de presse. Depuis que Levy est devenu propriétaire du club, qu'est-ce qu'ils ont gagné? Une Coupe de la Ligue. Et combien d'argent dépensé? C'est colossal. Oui, mais si lui n'y est pas arrivé, en étant à l'intérieur, en étant conscient des problèmes, en ayant mis la pression qu'il fallait sur certains joueurs et en faisant voilà. Il faut faire quoi alors? Lui parlait justement du groupe et du manque de personnalité d'un groupe de joueurs. Attendez, on va pas parler d'argent, mais on est à 100 000 livres la semaine. Hein? Beaucoup plus. Pour certains. Les petits contrats, c'est 100 000 livres la semaine. Je veux dire. Au milieu, c'est un bon joueur. Betancourt, c'est un bon joueur. Enfin, je sais pas, il y a quand même de la qualité dans le groupe. Et franchement, pour moi, c'est la plus grande surprise de cette saison. En tout cas, Levy va devoir trouver un manager et il n'y a pas beaucoup de candidats pour le moment. C'est qu'il y a un vrai problème de coulisses. Et dans un stade de Ligue des Champions, parce que c'est un des plus beaux au monde, où on n'aura pas de Coupe d'Europe la saison prochaine. Donc, il faut voir aussi comment Tottenham va pouvoir gérer cette situation. On descend encore dans le classement et là, on descend de quelques étages. Chelsea qui termine 12e. Ça, c'est vraiment le flop numéro 1 de la saison. On est d'accord ? Oui. 30 points de moins que la saison dernière. Mais là, on identifie mieux les raisons, je trouve. Oui, là, c'est beaucoup plus clair. Ça, c'est sûr. Plus clair. Un changement d'entraîneur, donc forcément, il y a la transition. Une décision ridicule. 600 millions dépensés en joueurs. 16 joueurs qui arrivent pour
s'écrouler complètement. On vire Tuchel après quelques journées, Potter aux 2 tiers de la saison. Et on amène Lampard sur les 14 derniers matchs, toutes compétitions confondues, il y a une victoire. Heureusement qu'il y avait des points qui étaient pris en début de saison, sinon Chelsea jouait pour le maintien. Vous avez vu dans quel état il a laissé l'équipe dans son premier passage comme coach, Lampard? Immense joueur, immense carrière avec les Blues. Mais dans quel état Tuchel a repris l'équipe? Il va gagner une Ligue des Champions avec ça, Tuchel. Parce qu'on parle de 6 mois plus tard. Hein. Mais il a mis de l'ordre. Mais dans quel état était cette équipe? Et on le remet quand l'équipe est encore au plus bas. Drôle de choix. Maintenant, ils perdent Mount. Ils veulent dégager Koulibaly. Ah oui, parce qu'ils ont un noyau de 30 joueurs. Ils ne vont pas jouer la Coupe d'Europe. Donc, ils ont acheté des joueurs pour des sommes mirobolantes. Mais là, ils ont déjà un entraîneur. Ils ont un entraîneur, Pochettino. C'est peut-être la seule bonne nouvelle, et encore c'est approuvé, de cette fin de saison pour les supporters. Ça dépend comment il vient, évidemment, dans le club de Chelsea. S'il vient avec je dirais, la capacité réelle d'agir sur les choix, sur ce qui va être fait, etc., bon, ben, on va voir, hein, tout est dans ses mains. Si ça continue au-dessus de lui à être géré un peu n'importe comment, parce que c'est un peu ça aussi. Hein. On revient toujours à la même discussion. Est-ce que c'est un coach qui doit prendre la destinée complète de la gestion sportive d'un club? Comment on fait quand il part? À Chelsea, qui va prendre le rôle? Ça a été le propriétaire américain et ses associés. On a vu que ça a donné une catastrophe. Si Pochettino réussit 2 ans, c'est bien. Et après Pochettino? Ça, je suis d'accord. Sur le fond, je suis d'accord, évidemment, avec ça. Mais je trouve que je sais pas, c'est... En tout cas, c'est un échec absolu. Il y a un énorme chantier, Christian, et on va le voir. Vous avez notamment relevé les matchs face aux concurrents, enfin, c'est pas des concurrents, face au top 6 tout simplement. Chelsea, champion d'Europe il y a 2 ans, n'a même pas gagné un match face au top 6 cette saison. Ça résume un petit peu l'ensemble. Quand on est capable de dépenser 600 millions, on est capable normalement de rivaliser avec les plus forts. Ça n'a pas été le cas cette saison. Ils ont pris 4 points sur 36 contre le top 6. Il n'y a que 2 buts sur 12 matchs qui ont été décisifs et qui leur a permis de prendre 2 points. Je ne sais pas quoi dire de plus. On a déjà essayé d'analyser. On a essayé déjà d'analyser les modèles offensifs, défensifs. Il y a très peu de choses à dire puisque tout est mauvais cette saison par rapport à la qualité du groupe. Et je ne sais pas, de temps en temps, il y a peut-être dû avoir un ou 2 éclairs, mais c'était vraiment... Là, il y en a eu un. Seule défaite de cette fin de saison, c'est face du côté de Bournemouth. C'est la seule lueur dans la grisaille. Mudryk, on peut parler de Mudryk aussi. Hein, on entendait monts et merveilles de Mudryk. Oui. Mudryk, d'accord. 100 millions, c'est ça? C'est quelque chose comme ça, oui. On ne l'a pas encore vu sur le terrain, les 100 millions. Non, mais c'est ça qui est extraordinaire. Voilà, je trouve que ça décrit tellement bien. En fait, je pense qu'on peut pas trouver d'explication parce que je pense que dans le club, l'équipe, et je me demande finalement qui était réellement concerné cette année dans le projet de Chelsea. Mais est-ce qu'il y avait un projet? Les supporters étaient concernés, non? Les supporters, c'est toujours un peu les dindons de la farce. Est-ce qu'on ne peut pas se dire les joueurs, évidemment. Bien sûr, si la saison prochaine, il n'y a pas une révolution et que Chelsea retrouve son statut, est-ce qu'on peut se poser des questions sur l'avenir de ce club? Parce que dépenser autant d'argent et des revenus qui vont diminuer parce qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe, Pochettino, c'est sur les épaules de Pochettino en forme de sauveur. On verra comment il endosse ça. Effectivement, il a en tout cas un rôle énorme à jouer. On termine évidemment avec la lutte pour le maintien. Et là, ça a été le suspense jusqu'à la dernière seconde. C'était un des derniers suspens encore de la dernière journée de championnat. Et sans surprise, Christian, on a vu donc Southampton qui était déjà condamné depuis plusieurs journées. Mais on a vu surtout Leeds et Leicester accompagner Southampton vers la Championship. Et on va le voir. Comme souvent, ce sont les équipes qui ont les plus mauvaises défenses ou la plus mauvaise défense qui finissent par basculer. Je pense que tout est résumé en fait dans les derniers matchs de cette journée de championnat. Southampton, quand on marque 4 buts contre Liverpool, on doit pouvoir avoir une chance de remporter la victoire, mais quand on en encaisse 4 à côté, et Leeds, c'est pareil. Leeds, après 1 minute ou 1 minute 30 de jeu, ils étaient déjà menés 0-1 contre Tottenham. Il y a eu un choix et parfois c'est aussi le choix des entraîneurs précédents qui ont mis un certain conditionnement en place. Ils ont décidé en fait d'assurer une certaine forme de spectacle au détriment de l'aspect défensif. Et au bout du compte, ça marche une saison, ça marche 2 saisons, mais après, les gens sont déçus. Il y avait tellement d'engouement et tellement d'émotions quand ces clubs sont remontés
en première division après autant d'années. Mais malheureusement, on l'a vu avec Emery, on l'a vu avec d'autres entraîneurs, avec Tuchel quand il est arrivé. Si on ne respecte pas une mise en place défensive, il faut pouvoir défendre. Tous les sports collectifs, c'est d'abord defense, defense, defense. Et si on ne respecte pas ce paramètre-là, alors on peut venir avec un aspect offensif qui est performant. Au bout du compte, voilà, la note est salée et c'est très triste de voir toutes ces équipes descendre en Championship. On a vu la tristesse du côté de Leeds et Leicester, la joie du côté d'Everton. Une petite constatation dans le tableau que vous avez montré, Christian. On voit que Bournemouth et Nottingham avaient aussi des défenses catastrophiques, mais par contre, ce sont les deux clubs qui n'ont pas changé de manager. Bon, Bournemouth aussi, mais c'était tellement tôt dans la saison. Ils n'ont jamais paniqué. O'Neill est resté jusqu'au bout. Et aussi du côté Nottingham, malgré un président quand même très... On parlait de gestion de club. Comment vous pouvez laisser Youri Tielemans en fin de contrat sans qu'il y ait un renouvellement prévu ou sans que vous le mettiez en dehors? Leicester va s'en mordre les doigts. Comment vous pouvez laisser... Et c'est pas le seul, hein, Non, il y en a plusieurs en fin de contrat du côté de Leicester. Comment vous faites ces joueurs-là? Est-ce qu'ils vont mettre le pied? Ils sont libres. Youri Tielemans, aujourd'hui, il a envoyé un petit tweet là, pour remercier les supporters en disant au revoir et à bientôt. C'est gentil. Oui, fin de contrat. Donc, il part sans que Leicester récupère Quelle est cette son gestion de club? investissement. Quelle est cette gestion de club? Ouais, Rodgers, sans doute, parti trop tard aussi. Trop tard, oui. En même temps, 2016, le titre, c'est ça? 2016, oui. Et la Cup en 2021. Ouais. Des Coupes d'Europe quasiment toute la saison. Ça vous donne un statut différent. Ça vous oblige à transférer des joueurs différents. Et puis derrière, quand vous ne prenez pas le rythme de croisière de ce qui est devenu le club, c'est-à-dire un club qui a d'autres objectifs et qui a d'autres... Non, mais là, c'est la plus dure et la chute, parce que personne ne s'attendait à voir Leicester dans cette position-là. C'est vrai. Mais la question aujourd'hui, parce que honnêtement, je me dis, tiens, est-ce que Nottingham Forest commence sa saison avec 30 joueurs, 30 quasiment, j'exagère un peu, mais... Non, il y a plus de 30 transferts. Mais 30 transferts. Et les gars, mais ils se maintiennent. Donc, est-ce que c'est Leicester qui a été véritablement en dessous de tout et incapable de réagir? Parce qu'il y en a d'autres qui, à mon avis, étaient après prédestinés. La Coupe du Monde, oui, parce qu'avant, ils étaient franchement dans le bon wagon, on va dire ça comme ça. Après, ça a été l'écroulement. D'autres équipes qui étaient prédestinées en début de saison à descendre, et en fait, en finalité, non. Ouais. Nottingham se maintient. Bournemouth, vous l'avez dit, 71 buts marqués pour seulement 37 buts marqués, mais chaque fois... 71 encaissés. Oui, c'est ça. Voilà. Mais dans le rapport, c'est le rapport plus de points. Oui. Donc, à un moment donné, je trouve que... Et les 3 promus, en plus, restent en Première Ligue. Ça, c'est très rare. Ça arrive que très rarement en Première Ligue. Les 3 clubs qui sont montés vont se maintenir. C'est Fulham, Bournemouth et le 3e, c'est Nottingham Forest. Leeds, ça nous rappelle que... je sais pas... Leeds, c'était déjà à la limite la saison dernière. Non, mais j'ai encore dans l'oreille des discussions que j'ai déjà eues avec Christian, qui me parle souvent de l'après-Bielsa en disant... c'est compliqué à gérer. Et voilà, moi, j'ai un chiffre. On a encore depuis une le preuve. départ de Bielsa, 49 matchs de Première Ligue, 10 victoires. Impossible de se maintenir avec un tel ratio. 10 victoires en 49 matchs depuis que Bielsa a été... Ça vient d'où? C'est quoi le problème? Les Quand vous avez une question, vous demandez la vision du jeu. Ça vient d'où? Vision du jeu. Ça vient d'où? L'après Bielsa. Ça vient d'où? Pour terminer l'émission, Christian, on vous écoute. C'est l'exigence du travail qu'il fait à ce moment-là et du recrutement. Regardez partout où il est passé, regardez l'Atlético après l'Atlético Bilbao, ce qui s'est passé, regardez après Marseille, la 2e saison, ce qui s'est passé, ils étaient 14e, regardez quand il est parti de Lille et regardez ce qui se passe quand il part de Leeds. Alors c'est extraordinaire parce qu'en fait, il montre qu'on est capable d'atteindre certains sommets. Mais le problème, c'est que l'exigence est tellement importante. Si vous avez vu les documentaires qu'il y avait sur Leeds, sur Amazon Prime, où ils montrent la montée, ils faisaient des entraînements de 8 heures, 8h30 par jour. Ils allaient 3 fois sur le terrain par jour dans la préparation. Et donc, à un certain moment, regardez Banford, regardez Ayling, regardez le rendement de Harrison, de tous ces joueurs qui ont été des joueurs performants. Ils s'éteignent par après. Alors, c'est parce que l'exigence et la demande est tellement importante qu'après, ça s'effrite. On l'a compris, l'herbe ne repousse pas sur les terrains d'entraînement quand Bielsa. Si on préparait déjà l'émission de la saison prochaine, la première. Non, mais je voudrais juste un mot. Mais il y a la gestion aussi de cette équipe de Leeds. Il n'y a pas eu que Bielsa. 4 entraîneurs se sont succédés cette saison. Il y a eu March, il y a eu un assistant, il y a eu Gracia et on termine avec Sam Allardyce. Je pense que tout a été fait pour que Leeds descende en Championship. Et en même temps, peut-être que si Allardyce arrive plus tôt, il parvient quand même peut-être à faire les choses différemment. Oui, mais avec Dessy, on vous l'a déjà dit, on peut faire l'histoire du football. Je sais. Ouais. Et non, simplement, je voudrais juste rappeler que le football de haut niveau,
critère principal. Et d'ailleurs, dans le choix qu'on fait, dans le jugement qu'on fait d'un jeune joueur, ça devient de plus en plus important, c'est l'aspect mental. Pourquoi est-ce que les joueurs de City qui terminent premier du championnat parviennent à tenir cette exigence mentale toute l'année, là où les joueurs de Leeds vont parvenir à le tenir pendant 1 an, 2 ans, et puis derrière ils craquent. Donc oui, la qualité mentale est aujourd'hui la qualité principale d'un grand champion. Ouais, avec évidemment tous les autres paramètres qui vont avec, et plus les paramètres sont élevés, plus les résultats sont bons. Et évidemment, voilà pour le top flop de cette saison. Merci Jean-François. Merci. Merci Bruno. Au revoir. Et merci. Bon été. Bon été, bonnes vacances surtout. Et merci surtout à Vision du Jeu et Christian. Voilà, écoutez, toute cette saison, on vous a offert les modèles de jeu de Christian dans sa data room. Parfois, il était aussi sur le studio. Et franchement, on a pris beaucoup de plaisir à le faire. Merci Christian. Merci à vous tous et merci aux équipes techniques qui permettent de pouvoir faire la connexion chaque semaine avec la data room. Un grand merci à eux. Voilà, data room qui restera dans un lieu secret parce Les qu'on ne va pas dévoiler l'endroit d'où Christian nous envoie toutes ces données. Passez de bonnes vacances, un excellent été. On se retrouve bien sûr la reprise. Bruno, c'est le Week-end du 12 août. Week-end du 12 août pour une saison normale. La saison prochaine, elle ne sera pas coupée au mois de novembre. Qu'est-ce qui est décembre. encore normal aujourd'hui? Voilà, en tout cas, on vous retrouvera et on se retrouvera avec énormément de plaisir. Merci en tout cas de votre fidélité. Merci à toutes les équipes techniques pour la réalisation de ce PL Club tout au long de la saison. Et à très bientôt. Bye bye. Welcome back, football lovers from every corner of the globe, to the Premier League for one last time this season. What a journey we've been on, driven by a captivating tapestry of talent, painted by the brushes of countless nationalities. Zinchenko! Brilliantly done! Manchester City keep the good times rolling. Simply out of this world.